L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Le Club Éco d'Objectif-News.tv, nous recevons aujourd'hui Nicole Belloubet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes première vice-présidente du Conseil régional Midi-Pyrénées. Vous êtes conseillère régionale PS depuis mars 2010. Quel bilan vous faites de cette première année de mandat à la région ? Un bilan très positif en termes, je dirais, d'impulsion nouvelle et de poursuite de politiques déjà engagées par l'équipe précédente. Donc un bilan très positif de plusieurs points de vue. À la fois sur des chantiers nouveaux qui ont été engagés, sur des mesures du type Ordilib, par exemple pour les lycéens qui ont été mises en place et qui ont vraiment rencontré un écho positif. Parce que je ne l'ai pas dit, mais vous êtes plus particulièrement chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et de l'éducation. Et de l'éducation. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà, un bilan positif en termes de mesures très concrètes et puis également de chantiers engagés. Alors justement, des concertations ont été menées pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même peut-être, sur le schéma régional d'enseignement supérieur et de la recherche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Quelles actions vont être engagées ? Alors déjà, ce schéma régional, ça répond à une volonté qui est celle de rendre visible et lisible la place des régions dans l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est-à-dire que, contrairement à la situation législative actuelle qui donne les compétences à l'État, en fait, les régions interviennent énormément. Et donc ce schéma vise, pour la région Midi-Pyrénées, à montrer la réalité de son action et à aller plus loin. Il n'existait pas jusqu'à présent ? Si, bien sûr. Justement, l'intérêt de ce schéma, c'est à la fois de rendre lisible une action qui existait déjà et en même temps d'aller plus loin. Alors, aller plus loin, sans doute, on va dire autour de deux ou trois grands axes qui sont d'une part la démocratisation de l'accès et de la réussite à l'enseignement supérieur. Donc ça veut dire finalement donner aux étudiants le plus de chances d'accéder à l'enseignement supérieur. On a besoin de jeunes diplômés, on en a vraiment besoin. Et donc il faut que nous mettions en place les conditions de la réussite. Alors cela passe par des mesures extrêmement concrètes, du style évidemment l'amélioration du logement étudiant, de la caution pour le logement étudiant, mais également la mise en place d'un pass mutuel pour la santé des étudiants. On sait que c'est aujourd'hui un des points qui pose problème, donc nous allons mettre tout cela en place. C'est une création, ce pass mutuel. De quoi s'agit-il ? Ça permet aux étudiants qui, disons, sont les plus en difficulté financière, de pouvoir accéder à une complémentaire santé et donc de se soigner. Donc c'est à la fois un point positif pour les étudiants et puis pour la santé publique également. Donc logement, santé, d'autres éléments encore, mobilité. Nous faisons un très gros effort en termes de mobilité. Vous savez qu'aujourd'hui, il est de plus en plus demandé dans l'ensemble des cursus d'avoir un parcours de mobilité en Europe ou aller au-delà de l'Europe. Et donc nous aidons les étudiants en leur donnant des ressources financières, des bourses de mobilité. Il y a un budget qui est dégagé Oui, il y a un budget. Montant il y a un budget de plus de 2 millions d'euros qui est dégagé par an sur ce dossier, sur ce chantier-là, des bourses. Et il va y avoir comment... De quelle manière ? Est-ce qu'il va être renforcé ? Oui, bien sûr, renforcé. Alors, par exemple, le pass mutuel dont je vous parlais tout à l'heure, le budget n'existe pas à l'heure actuelle puisque ce sera une mesure nouvelle. D'accord. Donc, nous allons évidemment le doter d'un budget supplémentaire. Qui est fixé dans Non, pas encore, puisque le schéma dont je vous parle, il sera adopté au mois de juin. Et donc par l'Assemblée plénière du mois de juin. Je vous disais donc qu'il y avait 3 entrées, c'est démocratisation de l'accès et de la réussite, c'est également tout ce qui touche au développement de l'innovation et donc au financement de la recherche, qui pour nous est sans doute le point clé, puisque au fond on sait que le développement des territoires, le développement des entreprises passe aujourd'hui par le croisement entre la capacité d'innovation développée dans les laboratoires et l'implantation technologique de ces recherches au sein des entreprises. Donc c'est ce croisement-là sur lequel nous allons accentuer notre effort. Et puis il y a un troisième axe à ce schéma qui est également essentiel pour nous, qui est l'aménagement équilibré du territoire, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui les étudiants, les laboratoires de recherche sont surtout à Toulouse, dans la métropole, mais que notre territoire est vaste, qu'il faut lui donner de la densité, du développement. Et on sait très bien que la présence d'étudiants et le développement d'activités de recherche sont une condition sine qua non de ce développement. Donc nous avons dégagé des crédits pour favoriser à la fois le déploiement des formations, mais également
mais également des plateformes technologiques entre entreprises et laboratoires à Figeac, à Rodez, à Auch, enfin dans la région. Vous êtes, je le disais tout à l'heure, la première vice-présidente du Conseil régional. Ça veut dire que géographiquement, vous êtes la seule à être au même étage que Martin Malvy dans les bâtiments du Conseil régional. Comment vous travaillez avec le président du Conseil régional? Alors, le président a un emploi du temps extrêmement chargé. Moi également. Donc il nous arrive de nous croiser dans les voitures, dans les ascenseurs et d'avoir aussi quelques rendez-vous fixes. Le travail avec Martin Malvy est très agréable, très facile. Vous étiez précédemment à la mairie de Toulouse, vous êtes une nouvelle élue au Conseil régional et c'est pour cette raison que je vous posais la question. Ça se passe comment ce travail avec les élus et avec Martin Malvy? Écoutez, moi je trouve que ça se passe de manière constructive. C'est-à-dire que nous essayons d'être à la fois détendus et efficaces. Donc voilà, je crois que c'est une règle d'or que d'être dans le double registre à la fois de l'efficacité et, quand on le peut, en tout cas d'une forme très conviviale de relation. Un mot peut-être sur la présidentielle et la préparation de la primaire socialiste. Vous êtes élu socialiste. Quel est votre candidat ? Eh bien, écoutez, on le saura le 28 juin. Quel est notre candidat? Moi, j'ai toujours dit que, évidemment, lorsqu'on dirige un parti, lorsqu'on est premier secrétaire d'un parti, il me semble assez logique d'avoir un accès à l'élection présidentielle. Donc, je reste dans cette ligne-là. Pour l'instant, vous ne prononcez pas ni François Hollande, ni Martine Aubry, ni Dominique Strauss-Kahn. Je vous ai dit, il me semble que le premier secrétaire du parti a une légitimité à conduire une liste ou à conduire une élection, donc à se présenter à une élection. Bon, alors après, je veux dire, on peut aussi monter des tickets, il y a plusieurs schémas possibles. Le Parti socialiste peut remporter l'élection prochaine? J'en suis certaine, absolument certaine. J'en suis certaine parce que je crois que nous sommes, c'est une banalité que de dire ça, on est vraiment dans un monde qui est en bouleversement profond. Et je crois que les schémas nouveaux ne sont pas faciles à inventer. Et en tout cas, je crois que les schémas classiques, on va dire exclusivement libéraux, sont périmés. On le voit à tout point de vue. Et donc, il faut proposer de nouveaux cadres et de démocratie. Je parle de la situation des élus, par exemple, et de gouvernance économique. Et cela, forcément, il faudra que ce soit de nouvelles figures qui les proposent, un nouveau parti. Et je crois que le Parti socialiste sera, de ce point de vue-là, le mieux placé. Merci, Nicole Bellouet. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.